Bien, bonjour à tous. Alors, avant de vous présenter mon voyage, je voulais vous dire que pour moi aujourd'hui, c'était une journée de la joie. Donc, j'ai mis ce t-shirt, ça veut dire joie en italien. Et j'ai beaucoup de raisons dans cette journée particulière de la mettre sous le signe de la joie. Et la première joie, évidemment, c'est d'être avec vous ce matin. Et je remercie les organisateurs de me faire confiance et de m'avoir invité pour cette présentation. Vous avez vu des images du Camino del Norte. Moi, je ne vous emmène pas à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais je vous amène sur un autre chemin mythique, beaucoup moins connu. Mais c'est également une route de pèlerinage, comme on va le voir ensemble, quand nos amis de la technique auront lancé le début du PowerPoint. Donc voilà, donc je vais vous emmener sur cette ligne mythique. Alors je ne sais pas où je l'ai vu, où j'ai vu ce trajet, mais un jour, j'ai vu cette illustration quelque part. Et ça m'a incroyablement interpellé, cet alignement de sites, de grands sites, qui part d'Irlande et qui va jusqu'en Israël. Donc c'est ce qu'on appelle une ligne tellurique, mais en tout cas, ce qui est sidérant, c'est cette correspondance et cette ligne qui est tracée sur le lever du soleil au solstice d'hiver. Et ça m'a tellement interpellé que j'ai fait pas mal de recherches, d'abord dans les livres, parce qu'on voyage toujours d'abord dans les livres, et voilà, j'ai cherché pendant longtemps et je suis tombé sur un livre, The Dance of the Dragon, écrit par deux Anglais, Paul Broadhurst et Hamish Miller, qui ont consacré 15 ans de leur vie à ce trajet mythique, donc entre Irlande et Israël. Et ces gens-là, dans leur livre, ont identifié plus de 200 sites reliés les uns avec les autres par cette ligne mythologique ou cette ligne énergétique, c'est comme on veut. Et donc j'ai reproduit tout ça, j'ai cherché dans le livre, j'ai mis tous les points sur Google Earth et j'ai tracé mon parcours. Alors c'est une ligne avec des cohérences incroyables, que ce soit sur le plan géographique, historique, toponymique, mégalithique, mythologique, alchimique et symbolique, où il y aurait énormément de choses à dire. Et puis c'est une ligne mystique, parce qu'il y a un nombre de mystiques incroyables qui sont nés ou ont vécu sur cette ligne, que certains appellent aussi une ligne civilisationnelle. On ne va pas aborder tout ça, c'est le moment où je vais vous frustrer. Mais bien sûr, en 30 minutes, on ne peut pas aborder tous ces sujets-là. Bref, moi je suis parti, j'ai choisi de faire sur cette ligne le plus grand trajet à pied, c'est-à-dire partir du Mont Saint-Michel et jusqu'au sud de l'Italie, jusque dans les Pouilles, au Monte Sant'Angelo, sur la péninsule du Gargano, qui est le talon de la botte italienne. Et en fait, ce trajet, il a été fait il y a très longtemps par des envoyés de l'évêque Aubert, celui qui a créé le mont, enfin qui a fait bâtir la première église du Mont Saint-Michel. Et les mythes sont communs entre le Mont Saint-Michel et le Monte Gargano. Alors, pour faire ce chemin, en fait, mes pieds, c'était mon véhicule. Et ma façon de voyager, c'était tout simplement mon sac à dos et mes pieds. Donc voilà, là, je vous présente un peu ma vie sur les chemins. Je dormais où je pouvais, c'était parfois des maisons abandonnées. Et là-haut, je fais un peu la grimace parce que cette nuit-là, il faisait -4. Hein. Et puis, j'avais quand même une prédilection pour les toilettes publiques. C'est des lieux quand même souvent ouverts. Hein, ça permet d'avoir de l'eau, parfois il y a de l'électricité, enfin voilà, il y a tout le confort moderne. J'ai dormi aussi dans des cimetières ou dans des abribus. Alors, je ne suis pas fan des abribus, hein, mais bon, parfois. En Italie, le matin, il m'est arrivé d'avoir des invités à côté de moi, hein, un petit scorpion à 20 cm de ma tête. Mais j'ai eu une vipère une fois sur mon matelas, moi je suis pas trop fan. Et
Mais j'ai souvent dormi chez les gens, parce que dans ce type de voyage, la beauté des choses, c'est d'abord les êtres humains que l'on rencontre, toutes ces rencontres de hasard, et ces gens qui nous ouvrent leurs portes, leur table et leur cœur, parce que tout ça c'est une affaire de relations humaines, et beaucoup de gens m'ont hébergé. Bref, le 20 mars, équinoxe de printemps, je pars, et bon voilà, un petit signe, on est à Morlaix quand même, et ça me semblait intéressant de vous présenter le Gwenadu devant le Mont-Saint-Michel. J'espère que nos amis normands ne m'en voudront pas. Les premières rencontres de lieux sur le parcours, ça a été avec le monde mégalithique. Entre le Mont-Saint-Michel et Tours, il y a un nombre de menhirs, de dolmens, d'allées couvertes absolument considérable. Et pour la plupart, orientés suivant le sens de cette ligne. Donc là, c'était en forêt du côté de Vitré, où il y a beaucoup de sites. Et donc, il y avait un pauvre type avec un imperméable jaune, comme ça, qui se baladait entre le carrefour de la Serpe d'Or, la route forestière des druides et le cordon des druides. Autant vous dire que j'ai été tout seul, 23-24 mars. Alors les dolmens, c'est quand même chouette, parce qu'on peut faire la sieste. Hein, voilà, c'est couvert. Quand il pleut, c'est sympa, on peut ressentir pas mal de choses. Puis on peut aussi jouer les Indiana Jones d'un jour, en allant visiter des dolmens perdus. Il y en a beaucoup plus que ce qu'on imagine. Ça m'a sidéré, je savais que j'allais en voir, mais j'en ai vu encore plus. Certains qui sont particuliers et qui sont toujours, je dirais, en activité. En tout cas, c'est pas des pierres mortes, puisque là, on voit là-haut, il y a certainement des gens qui viennent faire des cérémonies, sans doute des offrandes à la nature. Mais j'ai croisé ça régulièrement. La première très belle rencontre que j'ai faite, c'est avec Philippe, dans un village qui s'appelle Saint-Aubin-le-Dépin. Ce monsieur, qui est un grand notable de la région, il passe ses journées avec un scalpel à dégager des fresques du Moyen-Âge, et il redonne naissance à son église romane. Et il m'a beaucoup touché. J'ai pu dormir chez lui, j'ai passé une soirée d'échange extraordinaire. Puis j'ai rencontré Patrick et Julita en Touraine. Des gens là aussi fabuleux, qui il y a déjà longtemps étaient venus chercher une maison de campagne. C'était leur projet. Et puis finalement, ils sont tombés complètement amoureux d'une abbaye cistercienne gigantesque, avec un parc fabuleux. Et ces deux personnes ont consacré les 20 dernières années à reconstituer cette abbaye. Julita, elle est sculptrice. Elle passe sa vie à sculpter des femmes, des corps de femmes, des visages de femmes, des femmes qui dansent, des femmes en beauté. Et une fois dans sa vie, elle a décidé de changer de sujet. Et elle a sculpté un Saint-Michel. Moi, je suis sur la ligne Saint-Michel, entre l'Irlande et Israël. Et voilà. Puis ça a été Reg. Alors Reg, un type assez particulier. Une sculpture dans un jardin qui m'a arrêté, qui se forme un peu un caducée comme ça. Et puis j'ai pu rencontrer le sculpteur qui habitait à quelques kilomètres de là. Et lui aussi, dans son jardin, il avait 3 sculptures, dont un Saint-Michel. Et il m'a dit, bah oui, forcément, c'est le terrain qui m'a dit de sculpter ça. Donc il se passe parfois des choses étranges sur cette ligne, et en tout cas c'est sûrement une ligne inspirante. Alors moins inspirant, alors j'espère qu'il n'y a pas trop de gens du Bas-Berry ici, mais c'est vrai que là les kilomètres étaient très longs. C'est vraiment un coin où on commence une route agricole à 14 h, et puis on finit le champ, il est 17 h. On a fait 15 km, vous avez fait un champ. Donc c'est quand même spécial, le temps est assez long. Et un grand moment aussi, la forêt de Torteron. Alors là c'est quelque chose. J'avais tenté une première traversée de la France, et
et la forêt de Torteron m'avait arrêté. J'avais bousillé une première fois mes chaussures en 2 heures de temps dans cette forêt, qui est un truc abominable. Et donc vous faites des kilomètres dans une forêt terrible. Et puis ça se termine sur les ruines d'un ancien hôpital psychiatrique, avec des barreaux aux fenêtres. Et le clou du spectacle, c'est une 4L comme ça, qui est percée de trous de balles. Donc voilà, une ambiance assez particulière, mais bon, ça fait partie du chemin. Un autre sculpteur incroyable, Paul Natter, spécialisé dans la reproduction de statues religieuses, et qui lui aussi, une fois dans sa vie, a décidé de faire autre chose. Et il a fait ce symbole, ce yin et ce yang, avec les 2 serpents, ce qu'on appelle un ouroboros, avec un trou. Et ce monsieur m'a reçu d'une façon exceptionnelle. J'ai pu déjeuner avec lui. Et lui aussi, il a eu besoin de mettre cette pierre sur cette ligne, sur cette fameuse ligne tellurique, cette ligne Saint-Michel. À Cluny, j'ai été reçu par un monsieur extraordinaire, vice-président des Amis de Cluny, qui habite une maison datant du Moyen-Âge et qui, chez lui, a transformé tout un étage en musée. Et il invite des scolaires à venir voir. Cluny, c'est un endroit aussi très spécial, la plus grande abbaye du Haut Moyen-Âge. Le Mâconnais, là j'ai eu un coup de cœur, c'était vraiment après le Babéry, hein, c'était quand même pas mal de kilomètres plus loin. Et bon, vous avez des endroits qui vous réchauffent le cœur et qui vous mettent de la beauté dans les yeux. Et le Mâconnais, c'était vraiment le cas. Il n'y a pas que le vin, mais il y a aussi les paysages. Là, ce sont ce qu'on appelle les 3 roches. Donc il y a Vergisson, Solutré et la 3e dont je ne me rappelle jamais le nom. Mais c'est un endroit superbe, occupé depuis le néolithique également. Et c'est vraiment très beau. On a un ancien président de la République, vous vous en rappelez peut-être, qui faisait le voyage tous les jours. Là, je ne veux pas vous parler de président de la République, mais je vais vous parler d'un châtelain, Guillaume, qui son château est accolé à une chapelle romane que je souhaitais visiter. Manque de peau, la chapelle était fermée, j'étais de très mauvaise humeur. Et après avoir grimpé 5 ou 6 km dans les collines, et Guillaume, il m'a dit, mais je l'ai croisé devant la chapelle, et il me dit, mais écoutez, je vous prête mon château pour la nuit. Et puis si vous voulez, on dîne ensemble. Et on est allé manger, il m'a payé un restaurant gastronomique à Mâcon. Donc voilà. Un autre sculpteur incroyable, Hervé Mollandin de Boissy, ancien maître tailleur de pierre de la cathédrale Saint-Jean à Lyon. Sa maison est placée sur cette ligne Saint-Michel, sur cette ligne tellurique. Et aujourd'hui, il consacre sa vie à sculpter des déités de la nature, en tout cas ce que lui inspire son terrain, et c'est devenu un grand sculpteur de figures symboliques. Donc ici quelques exemples. Un grand monsieur, une connaissance extraordinaire. Après ça, j'arrive en Savoie. Donc là, c'est c'est le premier col. Cette journée-là, j'avais franchi deux cols. Ça faisait plus de 2000 mètres de dénivelé positif. Et c'était la dernière fois que je voyais la vallée du Rhône. Alors en Savoie, il y a des surprises. Dans une vallée assez perdue, à 6 ou 7 km du premier village, je suis tombé sur un monastère bouddhique, le Karmaline, qui est positionné sur un ancien ermitage, l'ermitage de Saint-Hugues d'Avila, qui était un haut personnage du Moyen-Âge et aujourd'hui occupé par un centre de bouddhisme tibétain. Puis après, je m'enfonce un peu plus dans la montagne et j'arrive en vallée de la Maurienne. Alors là, la vallée de la Maurienne à pied, c'est pas vraiment rigolo. Vous êtes coincé en tant que marcheur entre l'autoroute, la voie de chemin de fer et la nationale, donc il faut quand même arriver à trouver son chemin. En fait, la beauté de la vallée de la Maurienne, et pour moi, qui était sur cette fameuse ligne, elle était en hauteur, et notamment un village qui s'appelle Traversaz, avec une église Saint-Georges extraordinaire, et des sites très particuliers à côté,
comme ce site mégalithique, avec cette pierre qui a été décollée, on voit la forme positive et la forme négative, et qui a été décollée donc, à la période du néolithique pour faire soit un abri, soit un lieu de culte. Là, vous voyez, j'ai des yeux un peu allumés, et c'est vrai qu'il y avait une énergie extraordinaire dans cet endroit. Puis j'arrive au col du Mont-Cenis. Pour moi, c'était important, c'était un moment très très émouvant, parce que c'était la mi-distance symbolique de ce voyage, et j'étais au point le plus haut de mon voyage. Donc voilà, le Mont-Cenis, un endroit spécial. Et surtout que j'ai été accueilli par Simone, au relais du col du Mont-Cenis, alors qui elle est visiblement la gardienne du lieu. Et je m'assois, donc c'est vrai que j'avais mon sac à dos, donc bon, on voyait que j'étais pas là pour la journée ou faire une petite balade, mais elle est arrivée devant moi avec cette feuille où elle me présentait, elle dit, vous connaissez ça? Et elle est venue, elle avait la représentation de cette fameuse ligne Saint-Michel. Une vue du lac du Mont-Cenis, c'est absolument superbe. J'arrive en Italie, donc voilà, je suis content, j'ai traversé un premier pays et je vois le panneau Italie, donc là j'ai été heureux comme tout. Voilà, ce coin du Mont-Cenis, c'est vrai que c'est chouette, cette pyramide en bas aussi qui est spéciale. Et je sors des Alpes par le Val de Suse, qui a une vue magnifique. Et un grand moment d'émotion quand, tout au fond de la vallée, je vois la Sacra di San Michele, qui est le point milieu spirituel, on va dire, de ce voyage. Et cet endroit, vous l'avez déjà tous vu, pas forcément en réalité, mais en tout cas, Sean Connery, qui a interprété Guillaume de Baskerville, dans un film qui vous a certainement marqué, et un roman que vous avez peut-être eu la chance de lire, un roman d'Umberto Eco, Le nom de la rose, et le film de Jean-Jacques Hano, qui s'est fortement inspiré de cette abbaye, de la Sacra di San Michele. C'est un endroit très particulier, chargé d'énergie, et là-bas, c'est un endroit qui transcende la religion, qui transcende le temps. Il y a des symboliques. Il y a une symbolique extrêmement riche, et cette statue de Saint-Michel qui dit tout avec cette épée qui transperce le sol. Au pied de la Sacra di San Michele, un endroit très étrange, incompris personne ne sait à quoi ça correspond, avec une pierre qui fait 6 mètres de long, c'est 2 cônes tronquées. Bon, les archéologues ont appelé ça le Mahométo, mais en fait personne n'en sait rien. Il y a une petite sculpture dans la falaise qui ressemblerait à un Mahométan, mais bon, voilà. Mais en tout cas, c'est un site spécial. Il s'y passe des cérémonies, certainement liées aux forces de la nature, et toujours actif, puisque voilà, on trouve ce type de choses juste à côté, un endroit très particulier. Bon, alors Turin, je ne vais pas vous en parler beaucoup, parce que j'étais à ce moment-là, c'était le moment des inondations en Italie. Donc en fait, j'étais sous l'eau. H24, et c'est certainement une très belle ville, mais bon, pour moi, il faudra que j'y retourne, hein, parce que j'en ai pas profité. Une rencontre absolument extraordinaire avec Guido, un monsieur qui a racheté un couvent de carmélites, qui était juste à côté d'une église que j'allais visiter, qui m'a reçu de façon extraordinaire, et il a rénové donc ce couvent qui fait, je crois que c'était 3 ou 4 000 mètres carrés couverts, enfin je sais plus, c'est absolument gigantesque. Et le grand amour de sa vie, c'est les livres. Ce monsieur, rien que dans cette résidence-là, il en possède plus de 40 000. Ils sont répartis sur 3 bibliothèques. Puis ensuite, j'arrive à Gênes. Gros coup de cœur pour Gênes aussi, que je ne connaissais pas. Gênes, c'est une des premières villes-mondes, avant Bruges, avant Amsterdam, avant Londres, avant New York. Il y a eu Gênes, qui a vu partir un nombre de navigateurs considérable pour toutes les mers du monde. Et je vous rappelle que Marco Polo était génois.
Une ville très cosmopolite, très bariolée. Il y a des quartiers sud-américains, etc. Puis il y a des choses des immeubles de bureaux très modernes. Bon, voilà. On aime ou on n'aime pas l'esthétique. Moi, j'allais pour d'autres charmes. Alors, Gênes, la ville est superbe. Par contre, c'est un port et on ne voit pas la mer. La vue est totalement bouchée par ces immeubles flottants. Je ne vais pas beaucoup m'arrêter dessus, mais je voulais vous montrer ça parce qu'on est quand même capable de faire des choses pareilles. Donc, voilà. Alors, pour aller me baigner, j'ai fait quelques kilomètres à pied. Vous allez me dire, j'étais pas ça près. Je suis allé plus loin. On est toujours à Gênes, mais déjà éloigné. Mais il y a aussi ce genre d'endroit sur Gênes. Une très belle ville, il y a beaucoup de choses à faire. Pise. Bon, alors Pise, là, cette espèce de môle, qui est à la fois, c'est magnifique, entre le baptistère, la cathédrale, la tour penchée que vous connaissez tous. Mais bon, il y a tellement de monde que c'est difficile d'y trouver du charme. Par contre, la ligne que moi je cherchais, elle passait sur les 3 petits bouts. Mais pour moi, Pise, le plus beau souvenir, c'est ce coucher de soleil depuis un pont sur l'Arno. Et pour moi, c'était la porte d'entrée vers la Toscane. Alors la Toscane, il y a souvent des images de blé mu, on a souvent ça dans la tête. Moi, j'ai passé ça sous l'eau. J'avais des orages, j'avais 2 orages par jour. Alors c'est très bien fait, hein, c'était le matin et en fin d'après-midi. Bon, mais entre les nuages, quand même, j'ai réussi à voir de très beaux villages. Elle a une ville qui s'appelle Volterra, qu'on appelle la montagne d'Albâtre. Et c'était très beau, une très belle atmosphère dans cette ville de Volterra. Voilà, une autre image de Toscane. C'est très chargé. Un endroit spécial aussi, là je m'étais complètement perdu dans la montagne. Mon téléphone portable était vide. J'avais pas la carte parce que j'avais été empêché de faire la route que je pouvais prendre et je suis tombé là-dessus, sur un tumulus étrusque. Mais dans ce type de voyage, il n'y a jamais de hasard, je devais passer par là. Et donc un tumulus étrusque avec tout un tas de chambres funéraires creusées dans la roche. Un sentiment très particulier. J'y serais bien resté plus longtemps, mais c'est vrai que c'était envahi de milliers d'araignées. Et là, c'est comme les scorpions et les vipères, je suis pas fan. Par contre, je suis un fan absolu de Sienne, où j'étais déjà allé il y a quelques années. Mais cette ville de Sienne est extraordinaire. C'est une grande ville d'histoire, de culture, de mystique, de commerce. C'est là où il y a la plus vieille banque du monde. C'est des grands commerçants, c'est eux qui ont inventé la comptabilité à partie double, etc. Il y a des comptables dans la salle. Mais bon, je préfère vous parler de la Piazza del Campo, qui est un lieu que vous connaissez peut-être, hein, qui est cette place particulière où 2 fois par an a lieu le Palio, une course équestre dans laquelle s'affrontent tous les quartiers de Sienne. La foule est au milieu et les chevaux sont autour. Le joyau de Sienne, c'est cette cathédrale en noir et blanc. Et là, on retrouve la dualité. C'est un endroit très spécial, marbre blanc, marbre noir, avec des fresques incroyables au sol, où on est normalement accueilli par Hermès Trismégiste, le grand archétype des alchimistes. Et moi, je suis resté là, au milieu, comme ça, il y avait des touristes partout, mais je ressentais l'énergie du lieu, c'était un moment extraordinaire. Ensuite, j'arrive dans la douce Ombrie, qui est vue comme le jardin vert de l'Italie centrale. C'est une région superbe, et pour moi, l'Ombrie, ça reste attaché à Angela et Alessandro. Je leur ai demandé l'autorisation de visiter
leur église, parce que ces gens-là ont racheté un hameau abandonné dans lequel ils ont fait des chambres d'hôtes. Et avant de me répondre, ils me disent, bah, écoute, avant que tu nous racontes ton histoire, avant qu'on te raconte la nôtre, on va te montrer ta chambre, tu vas dormir là. Et voilà, puis ça commençait bien, parce qu'en plein après-midi, j'ai le droit à un petit coup de rouge, du jambon, etc. Et j'ai passé une soirée fantastique avec ces gens et leurs amis, avec une vue depuis leur terrasse sur les montagnes d'Ombrie. Cortone, une ville où visiblement il fait assez bon vivre. En tout cas, moi j'ai pris un petit peu mon temps. Une glace dans la rue, et puis voilà, j'étais content d'être sur un marché en Ombrie. L'Ombrie, c'est ça aussi, je me déplaçais d'églises romanes en églises plus imposantes, et avec beaucoup d'églises avec des symboles, beaucoup de symbolique partout. C'est un endroit très chargé, très beau. Là, ça commence à être un peu plus montagneux, les chemins sont un peu plus difficiles, et je vais arriver sur Assise bientôt. Mais avant Assise, je suis tombé sur un autre endroit étrusque. Alors, on dit que c'est un tombeau étrusque. J'y crois pas du tout. C'est davantage ce qu'on appelle un cabinet de réflexion dans certaines sociétés de culte à mystère. Et la porte, elle se fermait avec un doigt. La porte qui a 2500 ans, cette porte en pierre gigantesque, j'ouvrais et la fermais avec un doigt. C'était assez incroyable. Assise. La veille d'arriver à Assise, je suis reçu dans un couvent. Alors là, il a fallu négocier parce que voilà, il y avait quatre sœurs et elles ont quand même bien voulu que je dorme dans la cabane en bois du parc. Alors au début, bon, voilà, elles avaient peur. C'est quoi ce loup qui rentre dans la bergerie? Mais non, finalement, voilà. Et donc pour moi, c'était la porte d'Assise. Et Assise, c'est une ville exceptionnelle, avec une douceur de vivre fantastique. Et c'est bien sûr une grande ville mystique, c'est la ville de Saint François d'Assise et de Claire d'Assise. Claire d'Assise qui était peut-être un tout petit peu moins connue que François d'Assise, mais Claire d'Assise et Sainte Catherine de Sienne, ce sont des docteurs de l'Église, donc c'est des personnages mystiques très importants. Puis après, j'arrive dans les Abruzzes. Alors, les Abruzzes, là, je peux vous dire que les Alpes à côté, mais c'était rien du tout. Les Alpes, c'est un tapis pour Playmobil. Les Abruzzes, ça monte et ça descend, mais tout le temps. Alors, c'est superbe. Les villages sont très éloignés, sont tous sur des pitons rocheux. C'est extraordinaire, mais c'est quand même très rude. Mais c'est vrai que les villages sont extra. Et là, c'était Villa Dinero, un village qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces petites ruelles. Voilà, là c'est pour vous montrer les difficultés du paysage. Et là, je devais passer par un chemin, et puis il y a une dame qui me dit, mais vous passez par où? Je dis, bah ouais, je passe par là. Elle me dit, non, faut pas faire ça. On appelle ça, le chemin des serpents. Et là non plus, voilà, je vous ai expliqué, je suis pas trop fan, je préfère les chiens, voilà, mais bon, donc les serpents non. Mais par contre, ça m'avait obligé à faire un détour incroyable. Et parfois, là j'étais allé voir un ermitage perdu à flanc de montagne. où je pense que j'étais le premier de la saison à passer. Puis ensuite, je suis arrivé dans le sud des Abruzzes, une région qui a été dévastée en 2016 par un grand tremblement de terre. Et la ville qui a été complètement détruite, c'est Amatrice. C'est la première fois que je voyais une ville rasée, mais totalement rasée. Et j'espère ne bien jamais en revoir. Il n'y a pas que les villes et les villages qui ont été détruits, les routes aussi. Et nombre de villages dans la montagne qui étaient desservis par 2 ou 3 routes. Aujourd'hui, il n'y a plus l'argent public pour le faire. Et une route a été réparée, mais pas 2. Donc la vie commence à être difficile dans ces régions-là. Puis ensuite, je suis arrivé au Grand Sasso. C'est le point culminant de l'Italie centrale. Ça monte à 3000 mètres. Ouais, je suis pas monté là-haut, mais j'ai franchi un col à...
je sais pas, 1800 ou quelque chose comme ça. Et c'est un parc naturel où il y a des loups et des ours. Si je craignais pas les loups, les ours, j'étais un peu moins fier et je pense que je suis passé à une trentaine de mètres d'un ours qui devait faire la sieste parce que je l'ai entendu ronfler. En descendant du Grand Sasso, je suis arrivé sur l'Adriatique. Pour moi, c'était un grand moment. Hein, j'ai quitté la Manche le 20 mars et j'arrive sur l'Adriatique. C'est pas rien. Donc voilà, mon émotion peut peut-être se lire sur l'image de gauche. Là, c'était le lendemain matin, je m'étais pris un jus d'orange sur l'Adriatique, donc j'étais heureux comme tout. C'est une très très belle côte, ce qu'on appelle la côte des Trabocchi. Ce sont ces cabanes sur pilotis, donc des cabanes de pêcheurs à l'origine. Alors il y a encore, beaucoup sont encore réservés à des pêcheurs, appartiennent à des pêcheurs. Mais un certain nombre sont devenus des restaurants ou des bars à cocktails. Et il y en a même dans les villes comme ça, ou sur les petits ports. Là, c'était Termoli, un très joli, un très bel endroit également, des belles couleurs. Puis j'arrive presque au bout, j'arrive là dans les Pouilles. Alors là, la température change, hein, c'est pas le col du Mont-Cenis. J'ai eu des journées à 40, avec des paysages parfois assez désolés. Là aussi, des grandes distances entre les villages et les villes, vous croisez personne. Là, j'étais chargé en bouteilles d'eau parce que je pouvais passer la journée sans croiser une habitation. C'était assez spécial, mais c'était magnifique. Et puis, quand vous manquez de quelque chose, le chemin, il se charge de vous pourvoir en ce dont vous avez besoin ou ce dont vous avez envie. C'est un phénomène assez étonnant. Et j'ai pu manger les figues ou les abricots les plus délicieux que j'ai mangé de ma vie. Et puis enfin, j'arrive en vue de ma presqu'île du Gargano, ma péninsule du Gargano. Donc voilà, c'était un grand moment de joie pour moi quand j'ai enfin vu au loin ce massif qui pour moi était mythique. Ça faisait quand même plus de 100 jours que je marchais. Il s'est passé un truc étrange. Je venais de franchir un endroit qui s'appelle les Portes du Gargano et mon bâton avec qui j'ai marché plus de 5000 km. Donc je l'appelais mon compagnon. Donc voilà, on devient un peu spécial quand on fait des choses comme ça. Et il s'est brisé comme du verre 200 mètres après avoir franchi les Portes du Gargano. Ça, c'est une vue de la dernière montée et, vers cette ville qui s'appelle Monte Sant'Angelo, donc qui est la ville du Gargano, c'est mon point d'arrivée. Et donc c'était un moment très spécial puisque je venais de marcher 109 jours pour aller dans cet endroit qui est le sanctuaire de l'Archange Saint-Michel au Gargano et faire la liaison donc, entre le Mont Saint-Michel et cet endroit dans les Pouilles, qui est un endroit très spécial puisque c'est une grotte en haut d'une montagne. Et là, à gauche, un petit moment d'émotion pour moi, parce qu'au Mont-Saint-Michel, avant de partir, j'avais acheté un petit lumignon, et symboliquement, donc, j'avais apporté ce lumignon depuis le Mont-Saint-Michel jusqu'au Gargano. Là, c'est pour dire merci à tous les gens qui m'ont hébergé, qui m'ont supporté pendant ce voyage, ou des images de ma famille aussi avant de partir. Mais j'ai fait des rencontres extraordinaires et je voulais leur dire merci à tous. Et puis vous dire merci à vous d'avoir accompagné une nouvelle fois sur ce chemin du Gargano. Merci à tous. Juste une petite chose avant de passer aux questions. Je vous ai parlé d'un jour de joie pour moi aujourd'hui. Donc je voulais vous dire que je suis grand-père depuis hier soir. D'une petite Ariane qui est née à 19h46.
Et donc voilà, évidemment, je peux être que heureux et c'est le cœur plein de joie ce matin. Et voilà, j'ai des gens qui me tiennent vraiment à cœur, qui sont auprès de moi aujourd'hui, la famille qui est venue de Nantes, etc. Et puis j'ai une dame très particulière qui est également avec nous dans la salle, que certains connaissent peut-être s'ils sont dans le monde de l'aventure, qui s'appelle Morgane Lemoel, qui sera avec moi tout à l'heure aux tables, et qui, le jour où je suis arrivé au Gargano, elle partait du Mont-Saint-Michel et elle a fait le même trajet que moi pour arriver jusqu'au bout. Elle est arrivée, je crois que c'est le 1er décembre, au Gargano. Et voilà, je voudrais que les applaudissements lui aillent également. Super, Eric, on voit que tu as transporté avec toi la lumière de A à Z. Tu l'as transportée sous différentes formes, dans plein de dimensions différentes. Tu as été apparemment très sensible à toutes les dimensions de ton voyage, qu'elles soient géographiques, qu'elles soient amicales, qu'elles soient spirituelles. Oui, absolument. C'est le genre de voyage, on va à la rencontre. On va à la rencontre des paysages, mais on va aussi à la rencontre des autres. Et puis au final, on va à la rencontre de soi-même. On va dans le dépouillement. Le pèlerin, c'est celui qui enlève ses peaux, qui se dépouille de ce qui n'est pas nécessaire pour se recentrer, se recadrer et retrouver l'essentiel. Voilà. Très beau. On va se remettre un peu plus au centre si tu veux bien. Tout le monde te voit parce qu'on t'a vu dans l'ombre de dos, mais là on te voit de face, c'est nettement mieux. Vous avez certainement des questions à poser à Eric, des questions sur le grand voyage qu'on vient de découvrir avec lui. Trop de questions? C'était à quelle époque? Alors, je suis parti le 20 mars et je suis arrivé au Monte Sant'Angelo, je crois que c'était le 6 juillet. Donc, voilà, tout le printemps. 2023 cette année, oui, 2023, pardon. Voilà. 2023, c'est ouais. Donc, c'est tout frais, voilà. Ouais. Une autre question? Quel a été le déclencheur de ce voyage? Quel a été le déclencheur de ce voyage, ou la déclencheuse de ce voyage? Alors, je n'en sais rien, figurez-vous. C'est une très bonne question, mais alors je n'en sais rien. En fait, je vous ai expliqué au tout départ que j'étais tombé sur cette illustration de site, et ça m'a vraiment interpellé. Je me suis dit, mais comment c'est possible, un truc pareil? Parce que, je ne peux pas expliquer ça en une demi-heure, mais si vous voulez, on trouve des traces de cette ligne, notamment dans le monde grec. C'est-à-dire que cette ligne, elle était connue, elle était pratiquée dans le monde grec. Il y a des légendes sur Apollon qui allait en fait tous les 19 ans en Hyperborée, etc. Et plus j'ai creusé, plus j'ai trouvé des éléments concordants sur cette ligne, que ce soit au niveau historique et mythologique. Les mythes des sites sont quasi les mêmes. Et ça m'a interpellé, j'ai voulu essayer de comprendre. Bon, rassurez-vous, j'ai bien compris que je comprendrais, si je comprends 2% d'ici la fin de ma vie, ça sera déjà bien. Mais en tout cas, voilà, ça m'a parlé. Et pour tout vous dire, en fait, à un moment donné, par mes lectures, etc., je me suis senti comme appelé pour cette ligne. En fait, je devais la faire. Les gens qui font Compostelle, ils racontent souvent ça. Ben, moi, c'est pas Compostelle, c'est autre chose. Est-ce que c'était son premier voyage avec cette quête, ou est-ce que c'est vraiment la première fois que tu as ressenti cet appel vers... Alors, le premier grand voyage à pied que j'ai fait, c'était il y a 9 ans. Je suis parti de Nantes pour aller jusqu'à Genève. Avec Nantes-Genève, spirituellement, c'est pas forcément ce qui saute aux yeux. Mais j'avais un but spirituel qui était Vézelay. Et sur le chemin, et parce que dans ma vie, j'avais toujours eu une espèce de petite musique dans la tête. Tu dois aller à Vézelay, mais Vézelay, ça se mérite. Tu vas pas aller en voiture, tu vas pas payer ton ticket de parking, monter sur la colline céleste, comme on l'appelle, enfin plusieurs noms. Et ça a été un moment transformateur ce jour-là, il y a 9 ans, où le matin j'étais encore randonneur et le soir j'étais pèlerin. Ah, d'accord, tu as senti à ce moment une transition en toi. Exactement, une transition en moi. Et, ça a été étonnant. Je viens pas du tout d'une famille pratiquante. Ma maman est là dans la salle, elle peut en témoigner. Donc d'un côté, j'avais des communistes rouges et de l'autre côté, c'était des catholiques bretons
très traditionnaliste, on va dire. Donc moi j'étais dans une espèce de voie de milieu, et en fait ça me correspond bien, parce que du coup j'ai ma liberté. Ça te laisse du champ. Exactement. Ça te laisse du champ. Ouais. Une autre question pour Eric? Ou des questions? L'histoire du bâton cassé à la fin de votre périple, Oui. finalement, est-ce que c'est vraiment un hasard? L'histoire du bâton cassé, est-ce que c'est finalement un hasard? Alors vous savez, dans ce genre de choses, chacun il voit ce qu'il a envie. Mais, et Morgane sera complètement d'accord avec moi, puisqu'elle a fait le même trajet, c'est des trajets où, à un moment donné, il devient une évidence absolue, on n'est pas sur un chemin de hasard. C'est-à-dire que vous n'imaginez pas le nombre de fois où je suis arrivé dans des églises perdues dans la campagne, mais vraiment perdues, et où là, le type me dit, c'est incroyable, que si vous avez de la chance, vous, mais l'église n'est jamais ouverte. Et là, vous tombez dessus. Et ça, c'est à éprouver, quoi. Ça se raconte comme ça, vous allez dire, ouais, mais le type, il fantasme, il raconte. Mais non. Allez-y avec vos pieds, avec votre cœur, et vous allez voir, c'est assez énorme. Tu as exploré le terme synchronicité. Ouais. Entre autres. Oui, alors, effectivement, et ça se vit tous les jours. C'est difficile d'en parler avec des mots, parce que c'est quelque chose que l'on ressent, que l'on comprend. Il y avait un truc que le chemin m'a appris, c'est que je me suis jamais perdu. J'ai tracé mon trajet sur Google Earth avant de partir, parce qu'il n'y a aucun plan là-dessus. Je veux dire, j'ai fait 50 km de GR en France. Donc je traversais toute la France, seulement 50 km de sentiers balisés. Tout le reste, c'était de petit village en petit village. Et chaque fois que je me suis perdu, chaque fois, il y avait une raison. J'avais pas été attentif au chemin que je devais prendre. Et puis je me retrouvais, parti dans une autre direction. Et chaque fois, il y avait une raison. Je devais aller voir quelque chose, rencontrer quelqu'un. Le sculpteur Hervé Mollandin, qui faisait ces statues incroyables de vouivre et tout. Et là, je me suis perdu, mais de 4-5 km, ça ne m'est arrivé jamais. Je ne comprends pas. Puis là, je vois cette maison où la pierre était complètement travaillée, il y avait des sculptures dehors. Et là, je me suis dit, ok, tu devais aller là. J'ai passé une soirée extraordinaire. En plus. Apparemment, c'est avec les sculptures, la pierre, il y a vraiment un lien, on sent dans ce que tu as présenté qu'il y a vraiment un lien tout au long de ton... je voulais vraiment vous montrer ça. Alors, j'ai aucune explication, mais quelque part, cette ligne, elle inspire les gens. C'est-à-dire j'ai rencontré beaucoup de gens qui se sentaient gardiens du lieu. Et les sculpteurs, tous inspirés par cette ligne sans la connaître. Et c'était fantastique pour moi, parce que souvent, je venais leur apporter une explication à quelque chose qui leur manquait. Le type qui avait fait une sculpture en forme de triangle avec un yin, un yang, un ouroboros autour, il avait laissé un creux en haut. Et il me dit, en fait, j'ai laissé un creux qui dit, je ne comprenais pas. Je devais mettre cette pierre à cet endroit. C'est la seule fois de sa vie qu'il a mis une pierre en pleine campagne. Et il me dit, j'ai laissé un creux parce qu'il y a un élément qui me manquait, quelque chose que je ne comprenais pas. Et il me dit, toi, tu viens, voilà, on partage les œufs au plat, et tu me dis ce qu'il y a dans le creux de ma pierre. C'est des beaux mots. Tu as amené la lumière aussi chez les sculpteurs. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un échange d'énergie, c'est sûr. Une autre question, oui? Comment vous avez fait pour trouver les endroits? Comment vous avez fait pour trouver les endroits? Eh bien, en fait, là, il y a un gros boulot de recherche. Donc, j'ai ce livre des Anglais qui m'a énormément aidé. Puisque là, j'ai dépouillé le bouquin, mais mot à mot, parce qu'ils ne disent pas clairement, pas partout où ils vont, mais j'ai fait un gros boulot entre ce livre. En fait, je suis parti sur les traces de ce livre, si vous voulez. Mais je suis allé au-delà, parce que j'ai trouvé d'autres endroits après, qui étaient dans la logique. Je ne peux pas tout vous dire ici, mais en fait, il y a des logiques symboliques entre les lieux, etc. Et donc j'ai cherché, à la fois dans les livres, il y a eu beaucoup de boulot avant, et puis sur Internet, il y a plein de choses. Et donc voilà, ça m'a aidé pour identifier les lieux. Et après, j'ai identifié tous les lieux, et après, j'ai tracé mon chemin. Tu l'as traduit en français ou pas? Non.
Ce livre n'est pas traduit en français. Non, et c'est très curieux. Je l'ai acheté il y a 5 ans à un prix raisonnable. En fait, il y a eu un tirage à 1000 exemplaires sur une belle parution, mais il y a 15 ans. Et je voulais amener, là, si des gens veulent venir le voir tout à l'heure. Mais aujourd'hui, il est introuvable, il n'a jamais été publié en poche. Et aujourd'hui, il coûte des fortunes. Bien, bien. Je vois que tu as confiance, tu l'as laissé sur la table ici. Il ne se passera rien. Tu sais que il ne se passera rien. Non, d'accord. D'accord. Une dernière question? Oui. Oui, sur le chemin, des raisons de le faire nord-sud plutôt que sud-nord. Pour le chemin, est-ce qu'il y avait une raison particulière de le faire nord-sud ou sud-nord? Alors, absolument. En fait, il y a 2 chemins. Même 3. Il y a un chemin central et il y a 2 autres chemins. Dans le monde, tout va en énergie positive et en énergie négative. En fait, ce qu'on appelle la beauté des choses, elle arrive par l'équilibre des contraires. C'est le yin, c'est le yang, on retrouve ça partout, le masculin, le féminin, etc. Bon, je ne l'ai pas mis sur le diaporama, mais moi j'ai suivi la ligne féminine. En fait, cette ligne, pour moi, je l'appelle soit la ligne Saint-Michel, soit la ligne Apollon-Athéna. Dans le monde grec, c'était comme ça. Il y a 2 lignes, il y a un courant féminin et un courant masculin. Et ces 2 lignes se croisent sur des grands lieux, ce qu'on appelle des grands lieux, c'est-à-dire la cathédrale de Bourges, Cluny, que je vous ai montré, Sienne, Gênes, Assise, le Monte Sant'Angelo, le Mont Saint-Michel, etc. Et donc moi j'ai suivi le courant féminin. Je descendais, donc on descend, vous voyez le symbole du masculin et du féminin. Donc pour moi, je descendais du nord, du Mont Saint-Michel, vers cette grotte, encore symbole du féminin, grotte en haut d'une montagne, mais donc voilà, je descends sur le chemin féminin. Ce qui veut dire, pour pas que je reste sur une seule jambe, il va falloir que je fasse le chemin inverse. Donc bon, pour 2025, je vais remonter, je vais partir de Brindisi, parce que là la ligne masculine, elle va un peu plus bas, donc Brindisi, Monte Sant'Angelo, et hop, jusqu'au Mont Saint-Michel. Très bien, donc on aura la chance de te revoir. Et bien, si vous me faites l'honneur de me réinviter, je reviendrai. Avec grand plaisir. Alors, évidemment, tu as parlé livre. Il y a justement un livre que tu as écrit et qui relate cette expérience. Non, ça ne relate pas cette expérience. Non, je n'ai pas encore écrit. Je suis rentré il y a 6 mois, il faut un peu de temps de décanter. Bon, voilà, c'est compliqué d'écrire tout de suite. Donc j'ai commencé à l'écrire, mais c'est pas fini. Désolé. Par contre, j'ai écrit un autre livre sur la première marche il y a 9 ans, entre Nantes et Genève, et où je raconte aussi ce moment très particulier. Je raconte mes rencontres sur le chemin, puis je raconte ce premier grand moment pour moi mystique, entre guillemets, à Vézelay, qui est plein à Bureau. Cette révélation. Ouais. D'accord, très bien. Alors on aura peut-être la chance de rencontrer ta poursuivante, ou ta poursuivante. Oui, et celle à qui j'ai passé le relais sans le savoir, parce qu'on nous avait mis en contact, tiens, il y a une fille, voilà, elle fait un truc, elle part aussi, etc., pof. Et puis voilà, donc Morgane qui est partie donc, du Mont Saint-Michel, qui a fait pas le même trajet, mais sur un autre itinéraire. Mais son point d'arrivée, c'était aussi le Gargano. Elle avait vécu des choses incroyables, pas les mêmes que moi. Et c'est ça qui est très beau, parce que chacun, en fait, peut vivre son chemin à sa façon. Il n'y a pas de bonne façon ou de mauvaise façon de faire. Chacun doit trouver sa voie. Ça, c'est primordial. On va à la rencontre de soi, c'est important. Donc, il ne faut pas tricher. Donc, voilà. Bon, moi, à la fois, elle a fait le même chemin, la même destination, mais on n'a pas vécu les mêmes choses. Même si au fond, évidemment, on en a beaucoup parlé ensemble hier, on a les mêmes sensations. D'accord, vous avez chacun suivi votre lumière à vous, votre chemin, votre intuition, votre cœur. C'est ça. On aura peut-être la chance de voir Morgane ici. Vous savez que c'est ouvert à... Avec joie. Avec joie, très très bien. Donc vous savez que l'an prochain, on aura peut-être à nouveau la version au féminin, de ce chemin au féminin. Moi, je vais vous inviter à retrouver Eric à la sortie de cette salle. Il va se trouver sur la gauche. Oui. Sur la gauche, vous allez le repérer. Nous, on va continuer à vous voyager. On va te remercier. Je vous demande de l'applaudir. Et on donne rendez-vous pour la suite. Alors, on va partir vers d'autres coins. On va quitter la formule à pied. On va partir avec un couple.